Bonjour. Salut Science Cool. Salut le gonfleur d'hélice, comment ça va? C'est des SHS, tu devrais pas être là. Pourquoi? Mais si, bienvenue. Bienvenue aux personnes, à tout le monde. Elle m'embête cette chaise. C'est sa faute au chat. Elle est toujours en train de bouger les trucs. Dans SHS, il y a science. Tout à fait. Je ne peux que plus soyer ce que tu dis. Dans SHS, il y a science. Tout à fait. Tu veux le ban. Mais c'est quoi ces gens qui veulent ban tout le monde? Mais de l'amour et de la paix, les amis. Soyons heureux, soyons gentils entre nous. Dans pseudo-science aussi. Oh, l'auté. Oh là là, quelle méchanceté. J'arrive et bibim. Ça fait pas plaisir. Je suis tristesse. C'est pas gentil. Pseudo-science, mais attends, salut la faucheuse, comment tu vas? En tout cas, visiblement, le gonfleur d'hélice. Ça va, il est en forme. Et c'est admin Pox Science. Bah, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais toi, bah écoute, ça va. Ça va. J'aime beaucoup le mardi après-midi en général parce que je suis à la maison, je papote d'art et de culture avec vous et ça me fait un bien fou. Ça me fait vraiment un bien fou quoi de partir du bureau plus tôt. Et voilà. Non mais je l'aime bien. Qui? Science Cul. Là, je la trigger. Ah, c'est moi. Synthèse psycho pour jeudi soir. Bon, alors là, tu sais, moi je suis... J'en ai tellement entendu. Une forme d'immunité, tu vois. Je pense qu'il y a une sorte de vaccin mental qui existe. Pour nous préserver, voilà. Comme le chat qui arrête pas de râler, là, qui vient s'exprimer, dire que c'est pas normal, c'est pas normal de ne pas avoir plus de croquettes. Voilà. Mais alors là, non. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Non, il n'y a pas besoin de venir. Non. La peau, je fais non et je me marre. Tu sais, le... Bah ouais, hein. Vas-y, appuie bien sur le bouton off du PC. Qu'est-ce que tu veux, câlin? Oh, putain, elle est chiante. Puis Mouta, c'est... Voilà. C'est quand j'ai pas ce que je veux, j'ai ce que je veux quand même. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, on va parler d'humour dans l'art. Mais pas l'humour genre... plutôt... Alors, après, j'ai pas regardé l'exposition virtuelle. Ah, je crois que c'était le chat qui marquait les trucs dans le chat, j'ai eu peur. L'idée étant, si j'ai bien compris est-ce que j'ai bien compris mon émission? En fait, il y a une exposition virtuelle, voilà, que je voulais regarder, que j'avais vue dans un coin de l'œil depuis un moment, qui est autour de l'humour comme arme de diffusion massive dans l'art. Du coup, je me dis que, vu le titre, il y a une portée politique derrière, donc en gros autour de la caricature, que je trouvais intéressante. Et là, je me dis, tiens, c'est le moment d'en parler là, parce que il y a eu cette initiative du gonfleur d'hélice sur le Discord de Pox Science, que je vous encourage évidemment à aller voir si vous n'êtes pas encore allé voir ce qu'était le Discord Pox Science, qui en fait, le but c'est de créer un musée collectif imaginaire. Voilà. Et chacun devait en gros apporter une œuvre, voilà, dans le sens le plus large qui soit. Et la mienne, donc ça a été... d'ailleurs, je peux vous montrer rapido. Hop. Attends, elle est où ma fille? J'ai choisi... Mouta, tu peux te pousser un petit peu, ma gros bébé? Oui, mais t'es un peu chiante. La rue Transnonain. Voilà. Donc j'ai fait le choix... de présenter cette œuvre-là, de choisir cette œuvre-là, demander à une historienne de l'art de choisir une œuvre, c'est un cauchemar. C'était un cauchemar. J'ai presque failli ne pas dormir, quoi, tu vois, c'était...
Oh, mais non, mais à la rigueur, on veut juste l'image, mon petit chat. Je veux juste l'image. Voilà. Avec Wikipédia, ce sera peut-être plus simple. Donc, j'ai des parties de cette œuvre-là qui, pour moi, est une œuvre importante dans ma vie. Déjà, je trouve que c'est une œuvre fondamentale dans l'histoire de l'art. Et en plus, c'est une œuvre importante dans ma vie en tant qu'être humain, en tant qu'historienne de l'art. Voilà, donc que je vous raconte un petit peu cette chose. Moi aussi, je vais proposer 1000 œuvres, mais je me suis contenue. Ah, j'en ai mis qu'une, hein. Moi, j'ai vu tout le monde qui en mettait, vas-y, t'en mets 2-3, là, voilà, une. C'est un très beau challenge. Parce que ça te force à réfléchir à beaucoup de choses. Et voilà, donc c'était celle-ci. Donc cette œuvre-là a été faite par Honoré Daumier. Honoré Daumier, c'est un de mes artistes préférés, qui est, je trouve, un artiste accompli, déjà techniquement parlant. Il y a un talent fou. Il s'est très bien formé. Il est très doué dans ce qu'il fait. Quand je dis doué, là, c'est dans le sens... Il a su mettre vraiment à profit tout ce qu'il a appris. Il est vraiment là-dessus, je suis admirative de son travail. Salut Germain. Et donc Honoré Daumier, on le catégorise comme étant un peintre d'histoire, peintre réaliste, pardon, mais qui a aussi beaucoup traité de l'histoire, mais pas de l'histoire avec un grand H, l'histoire noble, etc. Donc en gros, lui, c'est pas le genre de mec qui va te faire des portraits de Louis XIV. C'est pas du tout son kiff. Lui, c'est de s'intéresser à des éléments du quotidien, mais aussi dans la politique, et de voir comment certaines personnalités politiques, comment certains faits sont à l'image de notre société. Juste pour te montrer une autre œuvre très caricaturale voilà, Daumier, ça peut être des choses très dures comme là. Et ça y est, j'ai le deuxième chat qui se ramène. Alors ça va te faire penser à un truc, tu vas voir. Ah, flûte. Avec le chat, ça m'a perturbée. J'essaie de taper au clavier avec le chat qui est à moitié vautré dessus. Hein. Donc soyez indulgents. Alors, où est-ce qu'elles sont ? C'est un autre nom que tête politique, mais... elles sont au musée d'Orsay. On les aura peut-être... Voilà. Hein ? Tu vois ça, là ? Attends, pour vous, c'est peut-être plus simple. Que je fasse. Attends, hop. Oui, Gigi, vas-y. Tombe d'un coup. Voilà, tu vois là ? Tu vois là, ces personnages-là, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'il a fait aussi. C'est de la sculpture, c'est de la terre cuite. Mais forcément, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est les Guignols. Voilà. Et Honoré Daumier, il a ce talent fou de caricaturiste. Donc en fait, il a dépeint toute la sphère politique de son époque en grossissant les traits. Donc la caricature, c'est vraiment l'exagération des traits à des fins humoristiques, mais aussi, enfin pas humoristiques pour que se foutre de la gueule, mais aussi pour dénoncer quelque chose souvent. Donc voilà, Daumier, c'est ça. C'est à la fois quelque chose d'aussi beau et dramatique que ça. Et les fameuses têtes dont je vous parlais. Attends, du coup, je remets hop, là à côté. Et donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette rue Transnonain. Mais le chat fouille dans la poubelle. Hop, attends. Je t'écoute sur la route de la maison. Ah, très bien. Attention sur la route, hein. Donc, la rue Transnonain, c'est l'histoire d'une bavure policière, hein. C'est comme le radeau de la Méduse, c'est une bavure de la marine royale. Oui, c'était royal. Attends, oui, c'était royal à l'époque. Non, c'était un ancien. Bref, le radeau de la Méduse, on le fera une prochaine fois, mais c'est une bavure aussi du gouvernement, pour faire simple. La rue Transnonain, on est à l'époque des barricades, donc pour raccourcir vraiment, voilà, je fais au plus simple. On a une époque qui est très troublée d'un point de vue censure, d'un point de vue droit de la presse, enfin liberté de la presse, droit politique de manière générale, droit de se regrouper pas en syndicat, mais à plusieurs. Enfin voilà, il faut imaginer que là, on est sous une monarchie qui est très difficile à gérer et qui est aussi très liberticide sur plein de choses. Et on a du coup ponctuellement des manifestations qui souvent se terminent en barricade avec
avec une population qui est évidemment usée de tout ça. La rue Transnonain, il y a une barricade. Et l'un des capitaines d'infanterie qui était présent pour un petit peu gérer la chose, pour régler la sécurité, il se prend une balle, il se fait siffler par une balle, en gros, il dit « Oh putain, c'est pas passé loin », et il a l'impression que la balle, elle venait genre de là-bas. Je sens que ça vient de là-bas. Sauf que, visiblement, il a mal vu, et il a dit « Bon, voyez l'immeuble là ? Chargez et massacrez-moi tous les gens qui sont là-dedans. » Dans l'immeuble, il n'y avait que des particuliers, en fait, il n'y avait que des gens qui dormaient, t'imagines, t'es en train de ronquer, et en gros, t'es massacré, quoi. Voilà, imagine. C'est horrible ce que je dis, mais voilà. Et ça, Daumier, pourquoi cette œuvre ? Alors, la question, c'est tu dis Meunier Tudor. Non. Alors, par contre, oui, c'est vrai que ça pourrait être un Meunier Tudor. Alors, par contre, surtout, je sais pas si tu as vu le détail. En fait, il y a plein de détails ici qui sont très durs. Tu vois, là, le monsieur, il est vautré sur un enfant qui a visiblement une balle dans la tête. Voilà. Là, l'idée, c'est bon, on n'est pas dans du content warning non plus. Après, c'est vrai que c'est un peu dur. Le sujet est dur en soi. On n'est pas. Donc, évidemment, si ce sujet vous fait un petit peu. Voilà, évidemment, je vous invite à faire attention. Ouais, tu vois, voilà. Mais tout est dans le détail. Là, tu as au moins 4 victimes étalées sur le sol. Tu as à droite le vieillard. Au centre, cet homme d'une trentaine d'années, 30-40 ans, peut-être 40 ans, tombé. L'enfant, lui, il gît sur l'enfant. Et au fond, une autre personne, peut-être une femme. Et là, donc, ce que je trouve admirable dans la réalisation de l'œuvre, voilà. Donc déjà le sujet. C'est un sujet très dur à traiter. Très dur à traiter sans tomber dans un pathos sensationnaliste. Là, Daumier, il te montre des faits. Mais il est capable de les mettre en scène de manière magistrale, notamment avec le jeu de lumière. Tu vois, tu as une très grande... Tu as cette lumière qui va mettre en avant ce personnage. Tu sens que c'est une lumière, l'aurore, qui est en train de rentrer dans l'appartement, et tu sens le drame qu'a vécu cet immeuble. Des personnes qui ont été surpris durant leur sommeil, qui sont encore en habit de nuit. On a du sang, on voit aussi le bazar que ça a mis, là le fauteuil qui est renversé sur le côté. Donc voilà, on a la lumière qui met en avant certains détails. L'ombre qui fait plonger d'autres personnages dans une certaine... c'est une sorte d'obscurité qui permet de dire il y a du détail, et c'est un équilibre aussi. La composition est très équilibrée. Donc la lumière met en avant ce personnage incroyable. Il met aussi, sans le vouloir, l'accent sur l'enfant. Tu vois ? Est-ce qu'on peut parler de clair-obscur ? Oui, on peut. C'est juste que en fait, le clair-obscur, ça permet de mettre en avant du relief au final. Le jeu d'ombre et de lumière dans le clair-obscur est censé mettre en avant la tridimensionnalité des choses. Voilà, concrètement. Et il y a un jeu aussi, effectivement, de clair-obscur, en plus. Voilà, tout à fait. Et en fait, ici, donc tu vois, alors aussi, l'œuvre, ce qu'elle est, elle n'est pas si grande... si elle est quand même un petit peu grande, elle fait environ, entre 30 et 40 cm de long, c'est un format feuille A4 un peu plus gros. Et c'est un format qui d'habitude, et c'est pour ça que j'en parle là pas mal aussi, c'est parce que ça va nous mener dans la conversation qu'on va avoir après, autour de l'exposition virtuelle. C'est un format qui habituellement est utilisé pour la presse, pour diffuser des images qui sont facilement reproductibles. Daumier, il travaille beaucoup pour la presse. C'est un caricaturiste qui s'est fait un nom comme caricaturiste, qui parle de politique, donc il est très très présent dans la presse. Il est très présent là-dedans. Sauf que là, il n'y a pas de caricature. Là, Baudelaire a énormément aimé cette œuvre-là. Pour lui, c'est un fait d'histoire, mais une histoire la plus triviale et dramatique qui soit. Et c'est le cas. Là, c'est un fait divers qui est transformé en tableau d'histoire. Et quand je parle d'histoire, c'est un grand avec un grand H. Visuellement,
il est capable de faire une composition qui dresse magistralement ce fait divers en tableau d'histoire. Tu vois, comme le radeau de la Méduse. C'est pareil, c'est un fait divers qui est transformé en tableau d'histoire. Sauf que là, il faut imaginer que tu as l'équivalent du radeau de la Méduse dans un petit format. C'est vraiment... Et là-dessus, je trouve que là, tu sens la puissance d'expression de l'artiste. Tu sens sa manière de dire avec vraiment une grande noblesse. Il y a vraiment une forme presque de philosophie aussi. Et en même temps, une forme d'observation très factuelle des choses. Ce fait divers-là. Enfin voilà, et c'est pour ça, moi, en tant qu'être humain, cette œuvre m'a toujours beaucoup marqué. Par rapport à ça, tout ce que l'artiste a été capable de faire dans cette œuvre-là. De dire clairement, ok, je suis un artiste de presse, mais là, voilà, qu'est-ce que tu peux ressentir d'autre face à une telle bavure policière, quoi, un massacre, parce que Robert, il a cru que ça venait de là-bas. T'imagines le mec qui s'est dit, bon, comment je peux représenter ça ? Voilà, et je trouve qu'il y a une noblesse incroyable dans cette œuvre-là aussi. J'ai pourri l'ambiance. Mais ça me semblait important parce que, à mon avis, dans l'expo virtuelle, on va avoir Daumier et pour vous montrer Daumier ce qu'il est capable de faire, comment il voit le monde, comment il est capable de le traduire. Et voilà, encore une fois, moi, en tant qu'être humain, cette œuvre m'a énormément marqué. Sur la manière dont l'art, pour moi, doit jouer un rôle dans la définition de la société et surtout dans son observation et son observation critique. Voilà. En gros, pour moi, un artiste, s'il n'est pas en mesure de nous faire poser des questions sur notre société, je vois pas l'intérêt. Et là, c'est personnel, c'est un avis personnel. Pour moi, un artiste, ça doit être ça aujourd'hui. Et peu importe le support qu'il utilise, pour moi, un artiste doit nous faire poser des questions. Il y a des personnes qui diront plus, voilà, il faut aussi que ce soit esthétique, etc. Voilà. Pour moi, le fait de se poser des questions est beaucoup plus important. C'est vraiment ça qui te définit comme artiste, en fait. Donc voilà, c'était cette sorte d'introduction. Pourtant, on ne peut pas faire de l'art juste dans l'aspect être joli. Si, mais je vois pas l'intérêt. Ça m'intéressera peut-être moins. Ou alors si, je serai en mode ah. Mais quand j'analyse une œuvre, je ne peux pas. C'est rare que je sois en mode contemplation esthétique pure. Je peux pas m'empêcher de me poser la question qui l'a fait, pourquoi, dans quel contexte, quel contexte économique, politique, social. Enfin là-dessus, j'ai une démarche peut-être trop sociologique, mais j'ai besoin. Enfin, moi, l'aspect esthétique n'est pas le plus important. Pour moi, c'est ça. Nécessairement que s'il n'y a pas d'engagement derrière, c'est moins captivant. Après, c'est joli. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas dans l'artisanat, si c'est juste joli ? Tu vois ce que je veux dire ? Enfin... Et j'adore l'artisanat. Parce que ça remplit une fonction esthétique. Et c'est son rôle. Même si, parce que ça a été ma spécialité de thèse, j'ai utilisé l'artisanat, les arts décoratifs, justement pour expliquer en quoi c'était le reflet d'une société qui voulait devenir une société qui adore le luxe. Donc même ça, tu vois, tu peux dire plein de choses. Mais voilà, pour moi... je dis pas que tout artiste doit être engagé politiquement parlant et le clamer. Mais pour moi, il doit poser des questions. Il doit nous faire réfléchir sur notre monde. Son boulot, pour moi, c'est au-delà de l'aspect esthétique, c'est de nous permettre une sorte d'éveil mental et de réflexion sur notre société. Mais voilà, c'est un avis. Hein. Il y en a plein qui me diront « Ouais, non, c'est esthétique d'abord. » Voilà. Il n'y a pas de... Donc, alors, on revient sur notre fameux site de l'UMA. Alors, j'ai commencé à préparer un bingo. Et comment dire ? Il est dégueulasse.
J'ai commencé à en faire un. Attends, le truc qu'on va faire, je vais l'ajouter. Et ça m'énerve parce que j'avais plein de trucs. J'avais noté des trucs, je ne les retrouve pas. Ça, c'est parce que j'ai changé de PC. Et du coup, j'ai mis mes papiers ailleurs. Et... Donc bon, donc du coup, j'ai trouvé 2-3 trucs. Alors attends, on va ajouter. Capture de fenêtre. On va l'appeler Bingo. Parce que je vous rappelle le but du jeu. Hein. Le monde de l'histoire de l'art est plein de clichés. Voilà, c'est ça. C'est hyper dégueulasse, de ce que tu peux voir. Hop. Et... Non, mais c'est horrible, hein, je suis désolée. J'ai fait... Parce que je n'ai aucun logiciel sur mon PC, limite. Hop. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de faire, tu vois, la troisième... On va en laisser 2 pour l'instant. Voilà, donc désolée, hein, c'est pas beau du tout et je m'en excuse. Hop. Mais le but, c'était de faire un... El famoso bingo. Et de le mettre... Voilà, tu vois, un truc là. Donc, dès qu'on a une expression, on a le bingo. Bon, pour l'instant, j'ai remis, c'est le premier A. On va mettre A. Voilà. Ce génie. Parce que c'est toujours... Les artistes, ce sont des génies. Hein. Attention, n'oubliez pas que ce sont des génies. Voilà. Elle est sans doute coquine, donc là, peut-être que... Bon, on peut toujours être surpris, hein, mais souvenez-vous, la femme dans l'art, en général, elle en veut. Hein, ou alors, c'est parce qu'elle est moche. Enfin, soit elle en veut, soit elle est moche, elle est grosse. Enfin, voilà, il y a un truc qui va pas, quoi. Et le fameux de tout temps. Donc, il y en a d'autres. Et ça m'énerve parce que je me rappelle plus des autres et je retrouve pas mon papier. Mais en tout cas, si vous avez en tête... Attention, là, on peut faire un bingo. Pensez-y. Je suis d'accord dans les grandes lignes, oui. L'art comme vecteur d'idées, c'est plus intéressant à mon sens. Mais encore une fois, c'est un avis. C'est là-dessus, on peut ne pas être d'accord avec ça et il n'y a pas de problème. Au contraire, je trouve que c'est un sujet à discussion qui est hyper intéressant parce que... Mais moi, parce que j'ai un biais, c'est celui de l'historienne de l'art qui étudie l'objet comme vraiment un reflet de son époque. Alors, oula, attends, du coup... Ok. Hop. Voilà. Nickel. Et c'était donc l'UMA. Donc, en gros, c'est un musée en réalité virtuelle qui propose différentes expositions. Certaines sont très bien. Rien à redire. D'autres, c'est la foire à la saucisse cliché. Mais ça, en gros, ça dépend qui écrit le texte. Donc parfois, c'est des grands partenaires prestigieux. Parfois, bon, tu te dis, mais qui a écrit ça? Voilà, donc humour, arme de diffusion massive. Il y a de l'accordéon. Attends, il y a l'accordéon. On va écouter l'accordéon. Ah non, mais ça se trouve, je vais être striké à cause de l'accordéon. Attends. Hop. On met l'accordéon vite fait. Ah, la France. Je kiffe. C'est beau. Ça me plaît. J'aime bien. J'aime bien la musique. On remet. Hop. Alors par contre du coup, hop, ici. Voilà. Donc il y a un petit teasing, ma foi, de fort beau gabarit. Où on a donc... Donc c'est de la révolution à nos jours. Ah du coup, attends. On va voir après comment ce sera sur l'écran. Je vois, il y a des morceaux un peu coupés. Attends, du coup, on va faire ça. Hop. Hop.
ça n'y a pas besoin. Et voilà, on va y arriver. Alors, l'exposition. Alors, le synopsis. Donc, quel meilleur outil que le dessin humoristique pour prendre le pouls d'une société? C'est vrai. L'illustration de presse satirique ou caricaturale connaît un essor sans précédent au XIXe siècle. Alors, voilà. C'est bien, ils expliquent tout de suite pourquoi. Alors que la presse devient de plus en plus accessible grâce à l'industrialisation de l'imprimerie, la satire graphique prend son envol pour détourner par l'humour l'actualité, la société et les idées. Alors, découvrez une scénographie exceptionnelle dans les rues fantasmées de Paris. Fantasmées comme dans le jeu Angel of Darkness de Tomb Raider, non? Voilà, d'accord. Alors, vaste panorama de la caricature en 3 thématiques, pouvoir, religion et société. Ok. Événements qui firent l'histoire de la presse française, de l'affaire Dreyfus aux attaques de Charlie Hebdo, en passant par les guignols de l'info. C'est un sujet qui n'est pas simple à traiter, hein, les Charlie Hebdo. Hein. Véritable spécialiste français. Ah, c'est Bertrand Tillier. Attends. Véritable société française. Entre art et politique, la caricature est probablement le plus militant de tous nos arts. Bah oui, c'est sa nature même. À ce propos, Bertrand Tillier, auteur de plusieurs ouvrages de référence et ayant participé à l'exposition, écrit « L'image caricaturale s'emploie à dépasser les bornes du vraisemblable et de la morale et à franchir sans relâche les limites de l'acceptable et du ridicule. C'est là sa part productive et c'est en cela qu'elle est autant une image qu'un acte. » Ah, mais en même temps, ils ont du Bertrand Tillier. Bon, grand historien de l'art. Enfin, voilà. C'est un cadre. Oh, bah, j'avoue, je kiffe. J'avoue. J'aime bien. J'aime bien le principe. Ah, comme ça, attends, je peux régler un peu. Voilà. Puis là-haut, je pense qu'il n'y a pas... Ouais, non, il n'y a pas trop besoin. Là-haut. Ok. Non, c'est rigolo, ça. Ça, vraiment. Enfin, Franchement. Le principe, il est sympa, je trouve, hein, d'avoir une rue comme ça. Enfin, une exposition dans une rue, j'aime bien. Je trouve que, justement, l'intérêt des expos virtuelles, là, tu retrouves... voilà, moi, ça me parle bien. Alors, donc on a là-bas le pouvoir, l'affaire Dreyfus... Je pense que c'est pas Olympe de Gouges, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? C'est quoi ça? Tu crois que c'est le paradis, là, derrière? Bizarre. Ancien régime, d'accord. Ok, donc si on fait ça. D'accord. C'est marrant. C'est pas mal, là-haut, les... Je suis bon public, hein. Là, d'avoir mis... Alors, ça aurait été mieux. Ça, je critique. Non, mais avec les dates, tu vois. De mettre l'Ancien Régime, l'Empire, Charles X, avec les dates, je trouve que ça aurait été hyper cool. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que ça donne sur l'écran? Ok, pas mal. Ah, le maudit animal. Il m'a tant peiné pour s'engraisser. Il est si gras qu'il en est ladre. Je reviens du marché, je ne sais plus qu'en faire. Alors, très souvent... entre la Révolution et le milieu du 19e siècle, on aime bien transformer certains hommes politiques en animaux et surtout cette notion effectivement d'engraissement. Donc en gros des personnes qui ont su un peu taper dans la caisse ou alors profiter de leur statut pour devenir des personnalités importantes et en n'appliquant pas leur promesse électorale, c'est un grand terme, mais si, ça. Alors, donc Louis XVI, ah bah c'est Louis XVI, le pauvre, est un cochon gros et gras. Ce n'est pas la première fois qu'on le transforme ainsi. Vulgaire animal laid avec une patte cassée, il ne représente plus aucun intérêt pour ce sans-culotte, partisan de la Révolution, ni pour un quelconque acquéreur, autrement dit, la France. Totalement avili, son sort est scellé
la seule issue semble être de le conduire à l'abattoir. Et oui. Oui. Oh là là. Alors qu'au temps de la monarchie, la censure est quasi totale. Alors, si, la censure est très présente durant la monarchie. Et c'est aussi, en fait, question presse, sous l'Ancien Régime, on n'a pas toujours beaucoup de périodiques, enfin de journaux qui sont publiés. Par exemple, attends, je crois que c'est... Alors, je sais plus si c'est sous Louis XIV ou après, genre, il n'y a que 3 journaux officiels, en fait. Tu vois, il n'y a que 3 publications récurrentes. Du coup, comme on a encore de grosses difficultés techniques, en fait, faut pas forcément se dire que ce qu'on peut pas faire d'un point de vue impression, journal, etc., sous l'Ancien Régime, ce n'est que du fait de la censure. C'est juste que techniquement parlant, on ne pouvait pas faire énormément de choses. Le 19e siècle a apporté énormément d'améliorations techniques et du coup une baisse des coûts. Parce que ça coûte cher de faire des journaux, donc quand tu n'as pas les moyens de faire un journal, t'en fais pas. Donc, bon. Désolée, j'avais un appel, mais tu n'as pas à t'excuser, il n'y a pas de mal, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Tu es libre. Mais t'as loupé la partie la plus importante, je crois. Désolé. Oui, Gigi. Et du coup, voilà, donc, on a... Dobby est libre. Dobby, va pas... Non, pardon, ne me lancez pas sur ce genre de sujet, moi je pars après. Oui, ma Gigi d'amour. Et du coup, voilà, donc on a... Non, pas mon verre d'eau, ma chérie. On a quelques journaux, même si, attention, je dis pas que c'est la panacée, hein, je dis pas que tu peux dire tout ce que tu veux. Évidemment, il y a une censure. Ça, c'est évident, mais la censure, au 19e, elle n'a pas arrêté la censure. Hein. Encore une fois, la rue Transnonain, ce qu'on a vu, c'est aussi en résultat des censures vis-à-vis de la presse. Donc ça a été très long, cette histoire. Hein. Mais techniquement parlant, on ne peut pas avoir autant de journaux qu'au 19e. C'est aussi ça. Voilà. Du coup, alors voilà, loi du 31 juillet. Ah, c'était. Il y en a eu plusieurs, en tout cas, loi de la liberté de la presse. Donc, juillet 89 et avril 1794 consacrent la liberté de la presse. Dans la pratique, toutefois, la caricature demeure limitée. Voilà, ça c'est vrai. Si des antimonarchistes se laissent quelque peu gagner par le genre, ils prennent soin de ne pas signer leurs œuvres. Bah tu m'étonnes. La vulgarité ou la trivialité du genre et la peur d'un rétablissement de la monarchie les découragent à se mettre trop en avant. Les monarchistes, eux, ne parviennent pas à s'en approprier les codes. J'ai l'image d'un monarchiste qui essaye de faire de l'humour. C'est hyper stéréotypé. Quant au pouvoir politique révolutionnaire, peu osent l'attaquer frontalement tant il est imprévisible. Le dessin satirique cherche sa place et une économie de la caricature voit le jour. Oh oui, mon petit cœur. Alors, aussi, techniquement parlant, donc je disais plutôt, effectivement, on ne peut pas faire énormément de journaux. Par contre, on peut quand même faire des choses. Hein. Ça ne veut pas non plus dire qu'on se limite et qu'on s'empêche de faire des trucs. Surtout qu'on a envie de se foutre de la gueule des gens. Alors là, depuis... sous l'Ancien Régime, on adore se moquer. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Mon petit cœur. Et du coup, comme il y a aussi cette problématique de la censure, il y a énormément de journaux, de journaux qui sont en fait, qui se passent sous le manteau. Il y a une... et ça existe depuis la Renaissance. Enfin, tu vois, tous les livres, les journaux, ça on en a, enfin peut-être pas des journaux, sous la Renaissance ça commence vraiment avec des livres. Il y a énormément de bouquins qu'on se passe sous le manteau. Parce que la société ne veut pas entendre parler de certaines choses. On a des auteurs qui sont clairement pas du tout acceptés, notamment tout ce qui est en lien avec la sexualité. Oui, mon petit cœur. Et pour la... chiante. Et pour la politique, c'est pareil. Tu avais, par exemple, sous Louis XVI, tu avais beaucoup de caricatures de Marie-Antoinette, surtout les trucs qui partaient
Voilà, dans tous les sens et dans tous les trous. C'est très vulgaire ce que je dis, mais en gros, voilà, elle a pris cher. Et elle a pris très cher. On adorait se moquer d'elle, en fait. Et ça passait sous le manteau, tout ça. Surtout que parfois, les gens qui faisaient ça, c'était des gens de la cour. Enfin, il y a de tout. Hein. Dans les caricatures, il y a vraiment... ça touche différents milieux, mais il y avait quand même un foyer de caricature qui était dans l'élite même, qui se faisait plaisir, quoi. La caricature très fine. Ah ouais, non. Alors, vraiment, Marie-Antoinette, c'est pas cool. Voilà, c'est de l'acabit hyper dégueulasse, très vulgaire, sexuel et compagnie, ouais. Tu me diras, c'est de même. Finalement, c'est tout aussi. Transformer quelqu'un en cochon, c'est tout aussi con. En fait, ça fait très cours de récré. Voilà. Mais oui, c'est. Très sexiste aussi sur. Bon, non, mais. Le sexisme, c'est la base de la société. Oui, parce que quelqu'un comme. Quelqu'un comme Louis XVI, on va plutôt l'attaquer sur son physique, sur son mental, sur sa bonhomie, en fait, sa gentillesse, alors que non, lui, après, c'est pas le bon exemple parce que lui, il n'est pas connu pour avoir des maîtresses, mais un roi a des maîtresses, c'est acté, c'est officiel. Une reine qui a des amants, c'est une salope, voilà. Mais ça, c'est dans le monde où encore aujourd'hui, c'est pas... Aujourd'hui, c'est pareil, une femme qui a différents amants, c'est une salope. Un mec qui a plein d'amants ou de maîtresses, c'est un chaud lapin, quoi. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est juste que Marie-Antoinette, c'est le sujet. Ça et le collier de la reine. D'ailleurs, le collier de la reine... le bijou qu'on doit voler... dans Payday, qu'on doit voler, putain, la meuf elle dit ça comme ça en live. Dans le jeu Payday 2, l'un des bijoux qu'on doit voler, il faisait partie des bijoux de la couronne, mais c'était pas le collier de la reine. Je sais plus. Enfin, voilà, donc c'est un live qu'on fait demain, jeudi soir. Putain, je sais plus quelle journée. Voilà. Donc ça, oui, beaucoup de choses qui se passent sous le manteau. Et pas forcément, parce que je parlais des livres à la Renaissance, mais pas forcément que des livres, aussi des... En fait, on se rend pas compte, mais tu vois, voilà, ce format-là, tu vois, ce genre de choses, il faut pas s'imaginer que c'est des choses complètement... on voyait ça sur les murs et tout. Il y a toute une économie jusqu'au 19e siècle, où ces feuillets, enfin ces feuilles carrément, on les voit on les passe sous le manteau, on les achète, et on a même, donc ça se développe beaucoup au 19e siècle, tu sais, les passages couverts à Paris. Enfin, dans Paris, tu as plusieurs passages couverts avec des boutiques. Et dans certains passages couverts de Paris, dans ces boutiques-là, c'est ce qu'on appelait des musées ouverts. C'est-à-dire que les vitrines permettaient d'afficher ce genre de choses. C'était un peu comme les collectionnez tous, un peu les cartes Pokémon de la politique, en fait. Ça permettait de mettre en avant ça. Donc en fait, c'est un format qu'on consomme beaucoup. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si c'est le bleu de France qu'on doit voler. Ok. Et au passage, je suis pas mort en voiture. Bon, c'est bien. C'est une bonne chose. Ça c'est Marie-Antoinette et Louis XVI. Hein, elle est connue, celle-là de... Pardon, moi ça me fait rire. Encore une fois, je suis bon public. Donc ils sont réduits tour à tour des cochons, des chèvres, des hyènes. Enfin, il y en a plein. Ouais, là le côté, la tête à deux, enfin la bête à deux têtes. Alors là, l'insolence de l'auteur anonyme se mesure à cette comparaison inattendue qui est pleine de mépris. En étant représenté sous la forme d'un carnassier, à savoir une hyène. C'est pas une hyène, ça. Moi, je vois une chèvre. Non? Et même elle, c'est une méduse, quoi, tu vois, avec la tête pleine de serpents, là, non?
Ah, peut-être le corps, ça fait hyène, mais là, il y a une sorte de... Bon, bref, ok. Non, mais ça doit être une hyène, ok. C'est la cupidité de la reine Marie-Antoinette qui est visée. Oui, et puis ici, c'est question de l'argent. Salut Yann, comment ça va? Sans doute parce qu'on l'accuse de comploter contre la France. Non, mais... Marie-Antoinette, elle incarne tout. Elle est l'étrangère. France, pays raciste. Elle est une femme. Donc France, pays sexiste. Et en plus, France, pays très pauvre, elle est vue comme celle qui dilapide l'argent du royaume. Ça, c'est clair. C'est un peu petit, mais ça ne ressemble pas trop à une hyène. Ou alors une du 18e. Bah, je trouve, hein. Ouais, je suis pas convaincue par la hyène. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Effectivement. Ah, putain, alors lui, il a bouffé du cochon, hein. Oh, Louis le Parjure et son excellence, monsieur... Enfin, madame la baronne de Corfe, où ça? Parti furtivement de Paris dans la nuit du 20 au 21 juin. Cette caricature animalise le pouvoir royal de manière acerbe et fait référence à la tentative de fuite de la famille royale en 1791. Réduit à un vil cochon dans le cas de Louis XVI ou à un félin carnivore et destructeur pour Marie-Antoinette, ils sont accusés de parjure et de trahison. Louis XVI devient un roi cochon sous le crayon de Villeneuve, tombant dans le mépris total du peuple français. Je crois qu'aujourd'hui, le mot-clé, c'est mépris. Je crois. Il faut croire que l'auteur du dessin n'était pas abonné à National Geographic, je te jure. Oh là là, oula. Les adieux de Louis XVI à sa famille. Oh putain, les salauds. Pardon, mais on peut... Oh là là. En plus, les pauvres. L'événement est tragique. Nous sommes au début de l'année 1793, toute la famille royale... Ouais, c'est pour ça que je me marre. Enfin, voilà, c'est pas beau parce que c'est vrai que c'est un drame ce qu'ils vivent là. Le roi est exécuté le 21. Marie-Antoinette et ses enfants le 16 octobre. Cette scène sont les adieux. Ouais, c'est pas évident là. Cette scène correspond aux adieux à la rigueur. De Louis XVI à sa famille, peu de temps avant l'exécution. Il semble terrifié et cherche l'oubli dans le vin et le pardon avec ce prêtre peu sympathique. Bon, il a rien de... Bah, il a... Ouais. Le reste de la famille est en larmes, leur fin est proche, et leur dernier espoir, le roi est résigné dans la mort. Oh putain, c'est vrai qu'ils ont une manière de leur représenter le pauvre, quoi. Oh. Ah là là. Parce que même les soldats, hein, ils ont des têtes de cons, les soldats, hein, quand tu regardes. Hein. Ouais. Mais c'est fou d'avoir cristallisé autant de haine, tu vois. Et en plus, là, attends, c'est anglais. Enfin, c'est anglais. Donc en plus, c'est écrit... Alors là, parce que voilà, pourquoi je précise ça? Parce que il arrivait fréquemment que des caricaturistes travaillent depuis l'étranger pour la presse française. Pas dans le sens où c'était des appels à des Anglais, plutôt c'était des Français qui étaient obligés d'être ailleurs pour pas se faire emprisonner. Donc parfois tu as des caricaturistes qui écrivent certaines choses en anglais, mais là comme tout le texte est en anglais, c'est pour voilà, c'est pas pour un média français. Putain. Une dinde. Oh putain. En fait, ouais, elle est toujours... c'est plutôt un animal fantastique. Elle est en une sorte de... pas de griffon, mais de... Oh là là, les bestioles qui chantent à... les sirènes d'Homère, non? Sirènes d'Homère. d'Ulysse, pardon. Elles ont pas un... Bon, ouais, mais la version grecque antique. Elles sont pas forcément dans la flotte. Certaines peuvent voler, non? Tu sais, celles qui... Enfin, vraiment celles qui sont capables de chanter... Attends. Tu vois, c'est des oiseaux aussi.
Enfin, moi, je voyais ça, tu vois. Ça me fait penser... Les sirènes d'Ulysse sont des oiseaux, enfin, sont des femmes oiseaux, en fait. Et ça fait penser à ça. Et c'est dont le chant fait tomber les marins, voilà. Bah, oui, oui, nous, on appellerait ça des harpies, ouais. Mais, ouais, tout à fait. Enfin, parce que les harpies... Attends. Dans le mythe, hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le mythe? Bah aussi... non, bah ok. Mais du coup, on les appelle aussi sirènes dans le... Alors... Dans l'Odyssée, machin... Je sais pas, il faudrait que je demande à Cloto. Parce que, voilà, effectivement, pour moi, on les appelait les sirènes. Il y a un bingo. D'ailleurs, j'arrive pas à le finir. Enfin, je me rappelle que j'avais écrit d'autres trucs. Coucou Crassette, en fait. Il me manque des trucs, mais j'arrive pas... là, j'ai changé de PC, donc du coup, je remets pas la main sur les... Donc, si tu te souviens de qu'est-ce qu'on avait dit, je prends. Parce que je me rappelle qu'il y avait d'autres choses très drôles que vous aviez trouvées tous, là. Et attends, non, c'est pas ça. Non. Donc ça m'embête. Donc si t'as une idée, tu prends. Mais oui, pour moi, les sirènes d'origine étaient bien comme ça. Ouais. Oui, bah le... Ouais. Et touc. Voilà. Un sans-culotte mène la famille royale au fouet comme un vulgaire troupeau. Un bonnet phrygien sur la tête. Quelle insolence! Attends, pour celui-ci, pour aujourd'hui, je suis désolée, mais... Pour aujourd'hui, on rajoute, hein, parce que là, ça fait trop... Voilà. Depuis tout à l'heure. Hop. Bah alors, la musique, pourquoi t'as pas... Mais pourquoi? Allez. Non mais oh. Ah, c'est parce que j'ai pas fait fiche de lecture. Bon, bref. Hein? On est obligé, là. Donc, il y a les deux, mon général. Oui. Alors, il faut pas confondre la sirène du folklore nord-européen, traitée dans le présent article. Oui, en gros, la sirène nord-européenne, donc c'est elle avec un corps de poisson. Et par contre, tout ce qui est méditerranéen, pour moi, c'est ça. Enfin, du coup, attends. Oui, voilà. Ok. D'accord. Très bien. On est bon. Quelle traîtrise! Voilà, on est bon. Quelle insolence! Le roi est un dindon, la reine et ses enfants sont dépeints en louve et louveteaux. Ils ont déjà vu un loup? Ça ressemble à un loup, ça? Mais pour moi, on dirait, ouais, une harpie, quoi. Rien à voir, je suis fils unique. Serge! Voilà. T'as la ref? Ouais, ça a pas mal évolué. Bah, c'est parce que c'est la rencontre de plusieurs cultures. Attends. Alors, quelle insolence, gna. La métaphore est parlante. À cette époque, Marie-Antoinette est accusée de comploter pour que l'Autriche vienne à la rescousse de la famille royale et envahisse la France. Quelle traîtrise! La légende en atteste. Le sans-culotte demande au général Lafayette de les sauver de la traîtrise de leur roi. Et en même temps, moi je la comprends, la nana de... Sa famille, c'est une des puissances de l'Europe. Moi, j'envoie une petite tête en mode, tu peux pas venir me sauver, s'il te plaît? Logique. Les animaux du XVIIIe siècle étaient décidément bien différents. Bah, visiblement, parce que... Alors du coup, la question, c'est la bête du Gévaudan. Parce que si pour eux, ça, c'est un loup, je suis désolée, la bête du Gévaudan, c'est un ours. Hein? Comme on est barré, là. Ils servent pas... Mais par contre, le dindon est parfait, hein. Ah, moi, ça, il est magnifique. Donc, les animaux domestiques, ils n'ont pas trop de problèmes. Hein. Mais visiblement, les trucs que quand tu le vois, tu te barres en courant, il y a un problème.
Où positionne-t-on les sirènes du port d'Alexandrie? Oh non. Ça y est. Tu l'auras en karaoké. Plus que 2 subs et on fait un karaoké. Et on fera les sirènes du port d'Alexandrie pour toi. Pour toi. Oh putain, il est magnifique. Ça c'est pareil, c'est quoi ça? Ça c'est un de mes chats, ça c'est Mouta. Ils vont nous dire quoi là? Que c'est un tigre? Donc entrée. Triomphante de Bonaparte dans son nouveau royaume. Les habitants de Sainte-Hélène prennent la fuite à la vue de leur nouveau souverain. Ah, un mouton, putain, ouais, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Oh, la faute. 1815 marque la date à laquelle Napoléon est envoyé en exil. La scène est cruellement humoristique. Sur le dos d'un chat. Apparemment, on est bon là. Censé représenter le maréchal Ney. L'empereur déchu fait son entrée sur l'île de Sainte-Hélène dont les habitants sont représentés par une foule de rats qui fuient devant lui. Son aura politique réduite à néant, Napoléon n'aurait-il de pouvoir que sur un peuple de petits rongeurs? Ridiculisé, la croix pousse la moquerie à son paroxysme avec la mention « Entrée triomphante de Bonaparte dans son nouveau royaume ». Le pouvoir échappe des mains de l'ex-empereur des Français. Ok. Alors, c'est une impression. Hein. Et du coup, parce que moi aussi, forcément, j'ai un biais de lecture. Mais le texte, enfin les textes, ils prennent, je trouve, parti de manière un peu... je défonce des portes ouvertes, tu vois. D'insister à fond sur le... attends, qu'est-ce qu'on avait? Tu vois, de dire... on aurait pu dire la scène est humoristique. Tu vois, de dire la scène, elle est cruellement humoristique. Elle est où la cruauté, là? Enfin... Bonaparte, il est ridicule sur son chat, quoi. C'est pas... Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une manière de dire les choses... mais buvez de l'eau. Sérieux, buvez de l'eau, parce que là, on vient de commencer. Hein. Le pauvre petit Napo, j'imagine qu'il a dû être bien déçu. Non, mais après, voilà. Après, moi, je suis pas fan de Napoléon. Alors ça, je me cacherai jamais de ça. Mais par contre, je trouve... tu vois, là, j'ai rigolé. J'étais gênée de rigoler, parce que c'est vrai que la scène qui est représentée là... Elle est dure, quoi, comme scène. Enfin, c'est une famille séparée, tu vois. Que t'aimes ou pas la royauté, bon, voilà. Mais c'est une famille séparée qui va à sa mort. Alors que, bon, là, c'est Robert sur un chat, quoi. On s'en fout. Enfin, c'est pas cruel. Voilà. Humour, Michael Cull, drôle. Cul un mouton, drôle. Grand sketch. Voilà. On fatigue. Oh, il est beau aussi, celui-là. La plus grande bête qu'on ait jamais vue. L'englumé. Charles X est délibérément visé à travers cette caricature. Ses vêtements, ses dents, son attitude excessivement noble le désignent aux yeux de tous. D'autant que la girafe évoque directement un animal que Charles X a fait transporter à grands frais pour la ménagerie du Palais Royal. Quant à cet homme du clergé qui tente de le calmer et de le maîtriser, il représente les congrégations religieuses que Charles X a reconnues et qui le rend à nouveau dépendant du pouvoir ecclésiastique. Allié bienveillant ou dresseur royal, on ne sait plus le rôle que ce prêtre cherche à jouer. Tu vois, là, je trouve que c'est bien écrit. Enfin, je trouve que là, parce que justement, par rapport aux autres, je trouvais que ça manquait un petit peu peut-être d'explications historiques. En gros, ça sert à rien de nous mettre du « ouais, c'est cruel, machin ». Explique-nous les choses aussi derrière. Voilà. Là, je trouve que c'est bien fait. C'est bien... je trouve ça relativement objectif. Et ça explique pourquoi le clergé, la girafe, voilà. Pour moi, non, c'est bien. Zarafa. Ouais. Parce que si c'est juste pour dire « Ah mon Dieu, c'est cruel on s'en fout. Dites-nous pourquoi c'est cruel.
Ouais, et du coup, voilà. Donc Charles X fait partie... alors, Charles X, Louis XVIII, qui vont régner successivement, ce sont les frères de Louis XVI. Voilà, pour vous resituer un petit peu. Donc on a une période, la Révolution, ça va amener, République, directoire, consulat, voilà. Je sais même plus dans quel ordre. Attends, j'essaie de me réinterroger, après je vais vérifier. Parce que moi, le début 19e, voilà. Donc Révolution, pour moi, tu as d'abord le directoire, après le consulat, et ensuite le Premier Empire. Attends, je vérifie tout de suite. J'ai toujours du mal, moi, avec ces périodes-là. Hein. Alors. Normalement, oui, c'est ça. Et puis, tu as eu aussi la Première République. Ah, d'accord. Ah ouais, ça fait partie de la... Oh là là, parce que tu as eu le consulat. Oh là. Enfin, moi, je trouve que c'est... Et en même temps, elle est passionnante aussi, cette époque-là. Juste que j'ai du mal à me souvenir tout le temps des choses. Voilà, donc ça, l'Empire. Et après, on revient à une monarchie. Même si c'est pas une monarchie exactement comme on l'entendait. Voilà. Mais c'était quand même une monarchie. Enfin, c'est ça qui est drôle de se dire. Oui, la Révolution, ça a tout changé. Ouais, enfin, après, on a eu 2 empires après. On a eu encore 2 rois. Ça va. C'est pas une transition folle, quoi. Enfin, c'est pas... voilà. On lui a offert la girafe, il n'avait pas à dire non. Non mais on t'offre une girafe, tu dis pas non, toi. C'est trop cool, une girafe. Bon, après, en appart, ça rentre difficilement, je pense. Sauf s'il y a la tête toujours dehors. Je sais pas. J'imagine une streameuse du futur dans 200 ans en train de se faire une émission sur les couvertures de Charlie Hebdo. Ouais. Carrément. Qui dirait tout le temps, oh c'est cruel. Non. Alors là, Sieur Hanouna, bouffon du régiment autoproclamé. Ah mais oui. Non mais par contre, c'est clair que ça doit être drôle de se dire tout ce qu'on a aujourd'hui, et encore on a beaucoup d'éléments. Mais imaginons, 200 ans plus tard, des choses on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais ils ont fumé? Ah, pardon. J'ai toujours l'habitude du jeu, moi. Donc c'est, voilà. Ah, les poires, ça c'est énorme. Voilà, on arrive sur du daumier là. Alors par contre, attends, Louis-Philippe. J'ai juste besoin de me resituer un petit peu. Lui, il est... Donc oui, c'est un duc d'Orléans. Attends. Non. C'est lui. Il est... Est-ce que je ne rappelle plus qui il est, lui? Oui, c'est le... Voilà, ça par contre, la famille Bourbon-Sicile. Et c'est un détail, on se fout. Son père, voilà, c'est par contre son père, c'est Louis-Philippe d'Orléans. Le duc de Chartres. Attends, bah c'est... Donc, mais attends, mais Louis XVIII, c'est lequel? J'aime pas ces moments-là où je me mets plein de doutes en tête. Parce que lui aussi, c'est un frère de... Lui, il a régné quand? Voilà. Oui, c'est ça. Attends, 1115, 1124. Après, on a 1124, 1130. Et Louis-Philippe, c'est de 1130 à... c'est de la 34? Oui, c'est 48. Voilà. Oui, c'est la deuxième révolution. C'est bon. Parce que dans ma tête, je faisais la confusion entre Louis-Philippe et Louis XVIII. Donc les 3, ce sont les frères de Louis XVI, normalement. Si je me trompe pas. Attends, Louis XVIII. T'es qui ton papa? Attends, là-dessus, j'aime bien réviser ce genre de choses, parce que c'est important pour moi. T'es qui ton père?
Louis de France. Ah, Attends, c'est l'aîné des fils de Louis XV. Mais il est vachement vieux. Du coup, on resitue. Non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Parce que là, on tout a marqué. La fratrie, donc Louis XVI, Charles X, Louis XVIII, ce sont des frères. Et Louis-Philippe? Bah non, Louis-Philippe, c'est un autre alors. Parce qu'il a aussi été guillotiné. T'es qui, toi? Oui, c'est un autre. Mais il a été guillotiné. Il y en a eu pour un, il y en a eu pour deux, en fait. Ok, donc c'est bon. J'étais sur mon truc de base. On est bien. Nickel. Ah, attends. Ce serait pas chancelier, Après, ça se trouve, c'est un bâtard encore. Enfin, quand je dis bâtard, c'est vraiment dans le sens... un enfant qui vient de... Voilà. D'accord. Ok, non, j'étais bien sur le début. Nickel. Donc, arrête de douter de toi, Sabine. Louis XVIII, Charles X, Louis XVI, ce sont des frères. Et Louis-Philippe Ier est le fils de Louis-Philippe d'Orléans. Mais il est mort en 1793 comme Louis XVI. Donc, ok. Toi, on va y arriver. On va y arriver, les amis. Voilà, vraiment, pour moi, c'est compliqué. 18, c'est pas le petit-fils. Ouais, voilà. Non, c'est le frère. Je réalise que j'ai raté l'occasion de placer amusé pour le tease de ce stream. Je me déçois parfois, je te jure. Mais oui. Louis XVIII, tu es venu avec ton papa? Montre-le-moi dans la salle. Il fait quoi comme métier? Mon papa est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il dirige la France. Eh bien. Et donc voilà, Louis-Philippe. Donc lui, Louis-Philippe, 1834. Attends, non, 1830. Sabine, concentre-toi. 1830, enfin il finit en 1840, mais non, lui on s'en fout, c'est le papa. 1830, 1848, les barricades, donc je parle de la rue Transnonain, c'est en 34. Voilà. Donc, c'est sous lui. Voilà. Il a de ses rouflaquettes. Tu kiffes, je suis sûre. Ah, ça sonne chez moi, je vais voir vite fait.